Salut l'équipe, comment ça va? Les playoffs sont proches, et c'est tellement cool. Et en attendant que ça commence, vous avez chauffé, vu que dimanche sur le canal Instagram, c'est le sujet des Warriors de Curry et Butler que vous avez plébiscité. Et je comprends, même si perso j'étais motivé à l'idée de parler de Kawhi, c'est vrai que les Dubs sont sacrément chauds en ce moment. D'ailleurs, je vous l'annonce ici, la semaine prochaine, il y a de grandes chances qu'on parte en Airball Project. Après avoir parlé de Cooper Flagg et de Maxime Reynaud, j'ai envie de m'intéresser à un autre prospect, maintenant que la March Madness est terminée. Alors soyez au rendez-vous sur Instagram, le vote aura lieu dimanche et je vais vous proposer tout plein de noms. Si tu ne me suis pas encore là-bas, c'est définitivement le moment de nous rejoindre. Mais bref, on ne va pas s'enflammer, pour l'instant, mon sujet, c'est les Warriors. Est-ce que l'arrivée de Jimmy Butler leur donne une vraie chance désormais d'accéder au titre suprême? Ne bougez pas, c'est exactement ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui. On s'en rappelle, c'était le 5 février dernier. Andrew Wiggins prenait la direction de Miami quand Jimmy Butler, lui, faisait le chemin inverse, direction San Francisco. Je me rappelle, à l'époque, j'avais quelques doutes sur ce deal, et je n'étais pas le seul. Mais quand j'ai vu ce que l'équipe enfin au complet a fait la semaine dernière face aux Lakers, je me suis dit qu'il fallait que j'ouvre les yeux. Ces Warriors, sur cette rencontre, ils ont été flippants. Et plus globalement, depuis la deadline, Golden State dévoile un tout autre visage. L'âge, les années, les combats vécus ne semblent pas avoir d'impact sur ce groupe. Curry est toujours ce détonateur génial capable de plier une défense en 2 shoots. Draymond, lui, c'est le cerveau défensif qui fait tout exploser en face quand il est connecté. À côté d'eux, Jimmy, tranquille, attend patiemment son moment pour assassiner chaque équipe adverse qui s'enflammerait un peu trop. Le genre de mec qui ne demande pas la lumière mais qui sait tout à fait l'éteindre chez ses adversaires. Et surtout, c'est ce que j'aime dans cette team, l'impact est collectif, il est global. Spacing propre, shoot ouvert, rotation intelligente, role-players qui font le taf, voire plus. Ces Warriors-là, qui assurent dernièrement, ne sont finalement peut-être pas en sur-régime. Cette version 2, c'est peut-être la norme, et dans ce cas, c'est forcément hypant. Du coup, clairement, je me dis qu'il faut qu'on parle d'eux sérieusement. Pourtant, avant l'arrivée de Jimmy Butler, les Warriors ressemblaient à tout sauf à un contender. Un parfum de fin de cycle flottait dans l'air, et pas juste parce qu'ils affichaient un bilan négatif de 25 victoires pour 26 défaites, non, c'était plus profond. On avait le sentiment qu'ils avaient franchi ce point de non-retour, celui où la magie s'estompe, et où l'âge, le temps et l'usure du succès finissent par grignoter même les fondations les plus solides. Ça sentait le crépuscule, ça sentait la tristesse, ce n'était pas la grande forme du côté de San Francisco. Et pourtant, dans ce climat morose, dans ce climat d'urgence, Mike Dunleavy a décidé de faire exactement ce que tu attends d'un GM qui, sous ses ordres, possède un joueur générationnel comme Steph Curry. Il a poussé ses jetons au centre de la table, all-in, il est allé chercher Jimmy Butler. Pas seulement pour ses stats ou son scoring, mais pour son ADN, sa dureté, son sérieux. Butler, c'est un joueur capable d'élever son niveau, et celui de ses potes quand ça compte. En gros, il est ce que les Warriors n'avaient plus autour de Curry, depuis longtemps, une option offensif fiable, capable de faire plier une défense sur une possession en ISO tout en étant un vrai chien de garde défensif. La vérité en plus, c'est que Golden State ne pouvait plus se payer le luxe de jouer sur 2 timelines différentes. Les jeunes, les pics, le développement, c'est beau hein, mais il fallait passer à autre chose. Quant à Steph Curry, dans ton équipe, tu joues pour gagner maintenant, et c'est ce que Dunleavy a balancé haut et fort avec ce trade. Hors de question de gâcher les dernières saisons de l'un des meilleurs meneurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur, à attendre un miracle sans rien faire. Il fallait dynamiser ce groupe, maintenant, et Butler représente cette étincelle qui potentiellement pourrait mettre le feu à la NBA. Et le sentiment que j'ai, c'est que depuis son arrivée dans la baie, Jimmy a directement reprogrammé les Dubs. À peine débarqué, il a transformé une équipe en errance en une machine parfaitement huilée, bien plus propre, bien plus disciplinée, et ça s'est ressenti tout de suite dans les résultats. Golden State ne perd presque plus, l'équipe enchaîne les victoires, c'est très propre. Mais ce qui est peut-être plus impressionnant, c'est la manière dont Butler a métamorphosé l'équipe. Parce que non, l'ailier n'est pas venu planter 30 pions par soir, ce n'est pas son but, il tourne à 17 points par match avec un tir extérieur qui galère encore. Et pourtant, tout le monde à San Francisco parle de lui comme d'un facteur X, d'un élément déclencheur. Pourquoi? Parce qu'il impacte tous les autres domaines. Déjà, la défense. Quand il est sur le terrain, l'équipe n'est plus la même dans ce secteur. En sa présence, les Warriors encaissent seulement 107 points pour 100 possessions, une forteresse. À titre de comparaison, quand il est sur le banc, ce chiffre passe à plus de 113. Ce qu'il apporte défensivement, c'est de la constance, de l'intensité et surtout une intelligence situationnelle que même un vétéran comme Draymond Green respecte profondément. C'est simple en fait, Jimmy a apporté à Golden State une forme de sérieux que la franchise n'avait plus. Mais son impact majeur pour moi se trouve plutôt dans la discipline collective
collective. Avant son arrivée, les Warriors étaient l'une des équipes les plus brouillonnes de la ligue. Et depuis, leur jeu est construit, ils jouent propre et perdent moins de ballons que jamais. Butler s'en forçait à apporter une sorte de contrôle, il ne monopolise pas la balle, il fluidifie l'attaque. Comme le dit Curry, c'est un connecteur qui fait les bons choix et élève le niveau de tout le monde autour de lui. Ce rôle de facilitateur, il l'a endossé dès le premier jour. Pas de drama pour lui, pas de passé qui pèse après son trade. À peine arrivé, il a dit à ses nouveaux coéquipiers qu'il était là pour gagner, qu'il s'en foutait des points, qu'il s'en foutait des stats. Il était là pour faire ce dont l'équipe avait besoin. Il ne voulait pas juste faire des promesses dans le vent. Ce qu'il voulait, c'était des actes, sur le terrain. Et force est de constater que depuis son arrivée à Frisco, il tient parole. À Miami, il s'ennuyait, il ne croyait plus en ce groupe. Il est comme ça, Butler, il se lasse vite, et on l'a bien compris au fil de sa carrière. Trop d'échecs en Floride, plus assez d'énergie, il avait besoin d'un coup de boost. Et les Warriors s'en sont vite rendus compte. Ce déménagement a fait figure en lui d'électrochoc. Puis ça se voit qu'il est sincère, sur le terrain comme en dehors. C'est un mec entier, Jimmy. Il vit encore à l'hôtel, mais il parle déjà d'ouvrir un café Big Face à San Francisco. Il joue au domino avec Draymond, il s'intègre, il inspire. Il n'a pas eu à changer la culture de Golden State, non, il n'en avait pas besoin. Par contre, il a ramené de l'espoir dans cette team, et ça change tout. Ça change tout, oui, mais si on parle des chances de titre des Warriors pour cette saison, on le sait très bien. Tout passera avant tout par Stephen Curry. Le chef est toujours le meilleur joueur de l'équipe, pas de débat là-dessus. Et pourtant, à 37 piges, on pourrait accepter qu'il décline. Sauf qu'avec lui, c'est différent. Curry, contrairement à la majorité des joueurs de son âge, est bien plus qu'un simple vétéran utile ou un shooter qui prend feu une fois tous les 3 matchs. Non, c'est un tueur, le cœur, l'âme et le cerveau de cette franchise. Alors oui, il score un petit peu moins qu'à son apogée en termes de stats bruts, mais il ne faut pas se faire avoir par les chiffres. Il plante quand même toujours 25 points par match depuis le début de la saison et reste le joueur qui prend et rentre le plus de tirs à 3 points en NBA. Avec plus de 11 tentatives par rencontre, son volume est délirant, et voir que dans ces conditions, il tourne à plus de 40% de réussite derrière l'arc, c'est juste phénoménal. Autrement dit, on parle encore une fois d'un mec qui rend l'impossible banal. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on observe ce qu'il fait depuis le All-Star Break. Depuis que Jimmy Butler a posé ses valises à Golden State, Curry a redécollé. 28 points de moyenne, une adresse en haute à tous les étages et un true shooting indécent de 67%. Habituellement, ce genre de stats c'est réservé aux pivots qui shootent à 90% sous le cercle. Là, on parle d'un mec qui balance des flotteurs en déséquilibre et des bombes à 9 mètres. Faut vraiment réaliser la dinguerie que c'est une telle réussite. Et en plus, ce n'est pas comme s'il forçait non plus, pas du tout. Son volume de tir n'a pas explosé, non, c'est surtout la qualité de ses shoots qui a évolué. Pourquoi ? Parce que les défenses ne peuvent plus se concentrer uniquement sur lui. Butler attire des prises à deux, crée du jeu dans le short roll, et Curry peut enfin respirer. Il peut redevenir ce qu'il aime être, un pur scoreur off-ball, un sniper en mouvement, un artisan du spacing, plus qu'un porteur de balle principal qui se fait constamment trapper. Et ne vous mettez pas le doigt dans l'œil, c'est pas parce qu'il porte un petit peu moins la balle qu'il porte moins l'équipe. Avec une moyenne de 32 minutes par match, il joue un peu moins, mais quand il est sur le terrain, c'est full charge. Il est impliqué dans près de 30% des possessions offensives de sa team, un chiffre supérieur encore à celui de ses années MVP. Et à 37 ans, il se coltine toujours le rôle de métronome. C'est peut-être la dernière grande campagne de sa carrière, alors il donne tout. Attention juste à ne pas arriver trop rincé pour les playoffs. Parce que ouais, quand il est absent, ce n'est pas du tout la même musique à Frisco. C'est là qu'on mesure à quel point Curry reste indispensable. Malgré son âge, malgré les années qui passent, c'est lui qui fait la différence. Le match à 52 points contre Memphis, c'est lui. Le duel contre LeBron et Luka, 37 points et 6 passes dans une victoire capitale, c'est encore lui. Il est en train de se chauffer au meilleur moment. Une sorte de diesel en fait, qui est totalement prêt à claquer des mixtapes en playoff. Par contre, faut faire gaffe. Comme je le disais, à cet âge-là, chaque coup qu'il reçoit fait trembler la baie. Sa chute contre Toronto, heureusement sans gravité, a inquiété toute la NBA. J'aimerais bien qu'il ne garde pas trop de stigmates de cette saison. Butler ou pas, les rêves de titre tiennent sur ses chevilles. Avec un Curry diminué, c'est certain, les Warriors ne pourront pas aller au bout. Mais s'il est en forme, attention, le babyfaced assassin n'a peut-être pas fini d'écrire son histoire. Maintenant, ouais, même si Curry et Butler arrivent au top de leur forme en post-season, ça ne suffira pas. Une bague, ça ne se remporte pas à deux. D'ailleurs, vous connaissez l'adage, on le dit souvent, c'est la défense avant tout qui fait gagner les titres. Et là, franchement, pour aller assez vite, de ce côté-là du terrain, j'ai l'impression que les Warriors sont plutôt bien armés. S'il y a bien un truc qui me fascine toujours autant à travers les années, et même s'il est un joueur que je ne porte pas forcément dans mon cœur, c'est la façon dont Draymond Green reste l'âme défensive de cette équipe. Et pas juste une âme symbolique, malgré les kilomètres au compteur, malgré le fait qu'il est désormais 35 piges, de ce côté-là du terrain, il est toujours dans l'élite de la ligue. Il vient de remporter le trophée de meilleur défenseur du mois de mars à l'ouest, preuve qu'il en est toujours à ce niveau. Green en fait, si on veut résumer son impact de ce côté-là du terrain, c'est une espèce de chef d'orchestre du chaos. Il ne se contente pas de défendre son gars,
Luka, il parle, il oriente, il lit le jeu 3 secondes avant tout le monde. Quand il ne protège pas le cercle, il jaillit pour couper les lignes de passe. Quand le jeu s'arrête, il montre aux rookies comment mieux se placer sur une rotation. Et dès que ça reprend, il se jette sur tous les ballons. Dans cette version des Warriors post-trade deadline, avec Jimmy Butler à ses côtés pour l'aider à porter le fardeau défensif, Draymond semble revitalisé. Et sous sa houlette, depuis le All-Star Break, la défense des Warriors est redevenue une machine à broyer. C'est simple, aucune équipe en NBA n'a un meilleur defensive rating sur cette période. Aucune, et ce n'est pas une coïncidence. Quand tu regardes les line-up qui dominent défensivement depuis un mois et demi, le 5 Curry, Moody, Podziemski, Butler, Green est tout en haut. Ils encaissent seulement 102 points pour 100 possessions. C'est juste étouffant. Et la clé pour moi dans tout ça, c'est cette espèce de cohésion qu'a imposé Draymond. Il ne suit pas juste le plan, il le dicte, il montre l'exemple. Les switches sont nets, les aides arrivent à l'heure, les replis se font avec rigueur. Quand un mec est battu, un autre est déjà là pour couvrir. Il y a une discipline collective rare et une intelligence défensive qui saute aux yeux chez ces Warriors. Et le plus fou, c'est qu'en termes de stats avancées, Green est encore meilleur de ce côté-là du terrain que lors de son prime il y a 10 ans. Il n'a plus les jambes de 2015, mais il compense avec l'expérience, la malice. Il a cette espèce de capacité unique à transformer chaque possession en partie d'échec. Maintenant qu'il a Butler à ses côtés, ça en devient presque injuste pour leurs adversaires. Parce que oui, Jimmy, lui, c'est le mec qui ne lâche rien, qui reste entre son joueur et le cercle, qui anticipe les déplacements, les passes, qui conteste, et qui provoque des erreurs juste par sa présence. Son duo avec Green est une masterclass en termes de lecture défensive. Ce que font les Warriors de ce côté-là du terrain, c'est une sorte de balai d'une précision chirurgicale, d'une propreté sans nom. Après oui, l'équipe manque de taille par rapport à certaines armadas de l'Ouest, et ça pourrait être un problème par moment. Mais quand Green fait tourner cette défense à plein régime, avec cette intensité, cette intelligence et cette expérience, franchement, je me dis qu'elle peut faire déjouer n'importe qui. Si ça doit se jouer sur ce genre de détails en playoff, Green et Butler correspondent absolument aux joueurs que je veux dans ma team. Sauf que bon, jusque-là, on parle surtout d'un trio, et quand les playoffs arriveront, il faudra que d'autres joueurs apportent leur pierre. Là, on va être honnête, il n'y a pas la même profondeur à Golden State qu'il y a à Boston, par exemple, c'est vrai, mais Steve Kerr possède tout de même dans son armée quelques pions intéressants. Il dispose d'un groupe de role-players durs, avec des profils variés, et surtout qui sont capables de s'imbriquer autour du noyau Curry-Butler-Green. Leur mission, c'est de combler les vides, et à mon sens, ils y arrivent plutôt bien. Ce n'est pas parfait, mais il y a du matos, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et pour moi, la vraie force de ce groupe, finalement, c'est la polyvalence des profils. Kerr a à sa disposition une équipe qui peut s'adapter à quasiment tous les types de match-up. Besoin de défense, il peut associer Payton, Moody et Draymond. Besoin de spacing, il y a Buddy Hield, Quinton Post, Podziemski. Besoin de vitesse ou d'explosivité, Kuminga est là. Besoin de mettre des coups ou de protéger la peinture, il peut toujours sortir Jackson Davis et Looney de sa poche. Pas besoin que tout le monde soit bon tout le temps, mais il y a suffisamment de profils pour que chaque soir, au moins un joueur, en sortie de banc, arrive à sortir son épingle du jeu. Prenons Brandin Podziemski pour commencer, qui désormais semble avoir définitivement gagné sa place de titulaire. Le sophomore a connu un début de saison galère, mais depuis la trade deadline, je trouve qu'il joue le meilleur basket de sa carrière. C'est un électron libre, une pile électrique avec une vraie lecture de jeu. Dernièrement, il a retrouvé son tir, il est agressif, et il ne se cache pas dans les money time. C'est un joueur clutch, et ce n'est pas par hasard si depuis qu'il est starter, les Warriors enchaînent les victoires. Il tourne à presque 16 points de moyenne ces dernières semaines, à plus de 40% à 3 points, et surtout il défend, il harcèle les porteurs de balles adverses, il se jette dans les aides, il est en train de devenir ce genre de mec qui peut te faire gagner un match de playoff à lui seul sur un coup de chaud. Il n'est donc pas juste un shooter comme certains auraient pu le penser, non, il est un joueur d'impact des deux côtés du terrain. Moody, lui, c'est l'inverse, pas flashy, pas bruyant, mais plutôt très propre. Titulaire dernièrement, lui aussi, il shoot bien, il fait peu d'erreurs, il défend fort, il ne se plaint jamais, il est un mec discret mais toujours prêt, il a bossé son tir, son jeu sans ballon, sa défense, tous les aspects. Il ne va pas te planter 30 points, mais il peut te faire de grosses séries, et surtout, des deux côtés du terrain, il s'impose désormais comme une valeur sûre. Tu sais que tu peux le mettre en mission sur un extérieur adverse, il tiendra la baraque. Depuis l'arrivée de Butler, son rôle est plus clair, ses responsabilités mieux définies, et lui, il répond présent. Jonathan Kuminga, maintenant, de son côté, c'est encore autre chose, une sorte de boîte à surprise. Parfois frustrant, parfois sublime. Il peut faire des drives ultra puissants, casser les défenses, exploser le cercle, te sortir des séquences défensives phénoménales, puis sur l'action d'après, rater une passe simple, ou un cut évident. Mais je me dis, mine de rien, que dans une équipe avec cette moyenne d'âge, son explosivité est vitale. Il a été monstrueux contre les Lakers récemment, 18 points, 9 rebonds, 4 passes, 0 perte de balles et des prises de responsabilité en défense face à Luka, LeBron et Reeves. Ses missions, il les a demandées, et il les a obtenues. En fin de contrat, il va avoir une vraie carte à jouer sur cette fin de saison et ses playoffs. Ensuite, il en faut toujours au moins un dans une équipe, Buddy Hield, le sniper unidimensionnel. Il ne fait pas grand chose d'autre que shooter, mais parfois c'est tout ce dont l'équipe a besoin. Sans avoir à trop porter le ballon, il étire les défenses et il peut allumer à tout moment. Avec Curry, Butler et Green pour créer, Buddy peut vivre en spot-up ou dans le corner toute la soirée, et s'il en met 4 ou 5, ça te change la physionomie d'un match. Il n'est pas là pour défendre ou driver, mais il offre un spacing précieux, surtout avec les galères au tir
tir de Butler. Après, on a Gary Payton, toujours là, le bulldog de la team. Lorsqu'il est en bonne santé, et malheureusement c'est rare, il est capable de changer la donne avec sa défense. Sur les lignes de passe, sur l'homme, en transition, il est partout. Puis en attaque, il coupe bien, il finit au cercle, il connaît parfaitement le système de Kerr. C'est toujours hyper utile d'avoir ce genre d'option en sortie de banc pour parasiter le jeu adverse. Faut juste qu'il tienne physiquement, parce que maintenant, ça fait bien longtemps qu'il traîne des pépins physiques qui l'embêtent. Maintenant, on ne va pas se mentir, à côté de toute cette armée, le secteur intérieur, c'est encore et toujours un petit peu la zone floue. Looney reste Looney, fiable défensivement, bon rebondeur, dur au mal, mais offensivement c'est un poids. Contre des équipes grandes ou physiques, ça passe, contre d'autres c'est compliqué. Le genre de mec qui peut dépanner face à certains match-up, mais qui contre d'autres sera mieux au bout du banc. Heureusement, derrière lui, dans son escarcelle, au poste 5, Kerr dispose d'autres profils. Trayce Jackson-Davis, par exemple, c'est le rim runner typique, très vertical, bon protecteur de cercle, dur sur l'homme. Il a eu un gros rôle en début de saison avant de s'effacer un peu, mais il reste prêt, il sait que son heure peut revenir, surtout dans une série où il faudrait de la verticalité, du physique ou de l'intensité sous le cercle. Quinton Post, lui, c'est le pari du staff, qu'on a vu s'épanouir peu à peu au fil de la saison. Il a été drafté tard, son CV n'est pas rempli, mais il peut être une machine à 3 points. C'est un mec intelligent, qui comprend bien le jeu et les systèmes, et surtout un fit parfait chez ses Warriors. Il étire les défenses, joue juste, enlève de la pression à Curry. Sa défense est limitée, c'est clair, mais il compense avec de bonnes lectures et un bon sens du placement. Il n'est pas un rim protector, mais il sait quand même comment gêner, et surtout, son tir est un cauchemar pour les pivots adverses. Bref, ce groupe de role-players n'est peut-être pas le plus clinquant de la ligue, mais là-dedans, il y a quand même de belles qualités. Il y a du QI basket, de la défense, du spacing, de la jeunesse, de l'énergie, et surtout, il y a plusieurs joueurs qui peuvent, sur une série, faire basculer un match. Si les Warriors veulent aller loin, il faudra que 2 ou 3 d'entre eux soient réguliers, parce que Butler et Curry ne peuvent pas tout faire, pas sur 4 séries de playoffs, pas à leur âge, pas contre les monstres de l'Ouest. Mais si Podziemski reste en feu, si Kuminga continue de progresser, si Hield plante ses tirs ouverts, et si Post gêne un peu à l'intérieur, alors ouais, ces Warriors-là peuvent embêter beaucoup de monde. Ça, c'est une force, mais pour être complet, dans cette analyse, il faut aussi qu'on parle de Steve Kerr. Le mec est là depuis 11 ans maintenant. 11 ans à tirer les ficelles de cette équipe, à connaître chaque joueur dans les moindres détails, à sentir quand il faut laisser Curry improviser, ou quand il faut demander un temps mort salvateur. On parle d'un coach qui a traversé les airs, les blessures, les trades, les coups de chaud et les coups de mou. Un mec qui sait ce qu'il fait. Mais, parce qu'il y a un mais, il faut aussi être honnête, stratégiquement, je trouve qu'il a montré certaines limites ces dernières saisons. Il y a des moments où Kerr a paru figé, incapable d'adapter son système quand les équipes d'en face le faisaient ou que certains joueurs déclinaient. L'exemple le plus criant, c'est Klay Thompson. Avant son départ à Dallas, son niveau avait sérieusement baissé, et pourtant, le système restait le même. Du mouvement, du tir à 3 points, du small ball, une défense toujours sans vrai pivot. Et ça coinçait. Kerr a mis du temps à s'ajuster, comme s'il voulait croire que ça finirait par marcher, à l'ancienne. Ces dernières années, ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Jimmy Butler, il faut le dire quand même, les cartes ont été redistribuées. Parce que même si le système de Kerr est connu de tous, si les bonnes pièces sont présentes, il peut encore faire des dégâts monstrueux. Cette année, ça a l'air de le faire. Butler s'est fondu dans ce collectif comme s'il avait toujours été là. Il a remplacé Wiggins dans les schémas sans bouleverser l'équilibre, apportant une solidité défensive et une intensité mentale qui peuvent potentiellement tout changer en play-off. Et puis bon, on ne peut pas dire que cette philosophie n'a jamais fait ses preuves non plus. Quand Curry chauffe, que les espaces sont ouverts, que ça court, que ça coupe, on se rend compte que ce système, aussi prévisible soit-il, peut littéralement être injouable. C'est simple oui, mais c'est diaboliquement efficace. Kerr ne cherche pas à réinventer la roue, il maximise les talents, il simplifie les lectures et il crée les bonnes conditions pour que ses stars brillent. Puis ce que j'aime aussi chez lui, c'est cette espèce de capacité qu'il a à dénicher des contributeurs inattendus. Cette saison encore, il a su faire confiance à des mecs que personne n'imaginait fouler le parquet. Guy Santos, 55e choix de draft, qui sortait de 2 saisons en G-League, obtient par exemple des minutes solides en sortie de banc. Cette saison, il a pu faire des matchs à 10 ou 15 points dans des victoires. C'est bien quand même d'avoir encore 1 ou 2 options de plus en qui tu peux faire confiance en bout de banc. Pareil, j'apprécie aussi que le tacticien ait su donner les clés à des jeunes comme Moody ou Podziemski, en les responsabilisant, en les titularisant. En gros, Kerr n'est peut-être pas le coach le plus innovant du moment, mais c'est un alchimiste. Il est un mec qui fait confiance à ses joueurs, qui sait ce qu'ils valent, et c'est réciproque. Il crée des automatismes, et dans une équipe menée par des vétérans comme Curry, Green et Butler, il n'y a peut-être pas besoin de beaucoup plus. Mais bon, c'est bien beau d'analyser, il est temps de se mouiller. Alors, est-ce que ces Warriors peuvent vraiment avoir une chance de choper ce titre? Franchement, la réponse n'est pas évidente, mais une chose est sûre au moins, ils sont dans la conversation. Rien que ça, c'est fou quand on repense à ce que l'on disait d'eux en début de saison. Déjà, on va être clair, je mets Golden State derrière OKC, Denver et Boston en termes de probabilité de finale NBA. Les Nuggets sont encore le facteur Jokic qui peut tout renverser, même si leur dépendance au Serbe est parfois problématique. Le Thunder, de son côté, est jeune, ultra talentueux, bien coaché, peut-être un poil tendre, mais ils sortent d'une saison historique. Tout le reste est fou. Et puis les Celtics, on les connaît, trop complets, trop propres, trop profonds, et mine de rien,
rien, déjà super expérimenté. Mais à l'ouest, mine de rien, derrière OKC et Denver, il y a un petit groupe dans lequel j'ai bien envie de placer Golden State. Pour moi, les hommes de Steve Kerr font un peu partie de cette catégorie d'équipes un peu imprévisibles, comme les Lakers et les Clippers, ce genre d'équipes qui ne partiront peut-être pas favorites sur le papier, mais qui sont capables, sur une série, de faire tomber n'importe qui. Ou alors de sortir au premier tour, ça aussi c'est possible, c'est bien le problème de ces teams imprévisibles. En tout cas, ce qui me plaît, c'est qu'en cette fin de saison, j'observe quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps dans la baie, de la magie. Curry est un génie, Butler et Green peuvent être des monstres en playoff, et derrière eux, on a une armée de role-players qui sont prêts à en découdre. Après oui, ça reste fragile, oui la santé sera un facteur clé, oui le jeu des Warriors est toujours le même. Par contre, j'ai l'impression que pour la première fois depuis 2022, cette équipe a les bonnes pièces pour que ce système redevienne létal. Curry est mieux entouré, l'équipe est plus équilibrée, elle a retrouvé une forme de cohérence, une envie de jouer ensemble, et dans le vestiaire aujourd'hui, l'espoir semble plus présent que jamais. L'arrivée de Butler a finalement redonné un petit peu d'élan à une dynastie qui s'éteignait à petit feu. Il a apporté une certaine foi, et aujourd'hui, les Warriors jouent à nouveau comme une équipe qui pense elle-même qu'elle peut aller au bout. Alors non, je ne vais pas vous dire que les Warriors vont remporter le titre en juin prochain, ce serait exagéré, désolé pour les fans de la baie. Par contre, les enterrer définitivement, je pense que ce serait une erreur. Parce que quand t'as Curry, Green et Butler dans la même équipe, et qu'ils sont tous en mission, tu peux t'autoriser à avoir de l'espoir. Vous en pensez quoi, vous, de ces Warriors? Ce serait quoi, selon vous, leur probabilité d'arriver au titre? Perso, je dirais 10%. C'est pas ouf, mais ça donne quand même le droit d'y croire un peu. Alors donnez-moi vos pourcentages dans les commentaires, j'ai hâte de comparer avec les miens.